Nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps sur cette question, qu'on dit que ça s'appelle un lièvre, la question des codes de prononciation du français, de l'anglais et d'autres langues, bien évidemment. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, j'en rends hommage en cela à ma grand-mère qui s'est fait connaître sous le nom de Claude Jonquière et qui a laissé un manuscrit qui s'appelle l'orthographe d'usage rendu facile, que je suis en train de mettre en ligne et que vous trouverez dans quelques jours sur Internet. Donc elle est morte, curieusement, à 72 ans, l'âge que je vais atteindre dans quelques semaines, dans quelques jours. Son vrai nom étant Sarah Moïse, et elle était née en 1885. C'est son acte de naissance. Et donc j'ai son manuscrit. Alors elle est morte brusquement à la suite d'une opération d'appendicite qui a mal tourné. Elle était dans une maison de retraite à Saint-Aignan, dans Lyon, dans le 89. Lyon, qui est d'ailleurs la région qu'elle avait bien connue, puisqu'elle avait une propriété à Marigny, patrimoine Corbigny. Et j'ai vécu quelques semaines de vacances dans cette propriété de Marigny. Je ne sais pas si c'était pas dans la Nièvre d'ailleurs, bon, peu importe. En tout cas, c'était dans le Morvan. Et bon, je n'ai pas lu attentivement, relativement récemment, son travail, qui là comporte à peu près 130 pages, mais je dédie mes réflexions à Claude Jonquière, ma grand-mère maternelle, dont le pseudonyme vient de la rue de la Jonquière, et non pas de je ne sais quel quartier d'Avignon, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, elle écrit dans une lettre en 46, elle est morte en 57. En effet, c'est par hasard que je fus amené à connaître cette rue de la Jonquière, dont le nom me plut si fort que j'en tirai un pseudonyme. Alors, bon, donc je reviens à mon sujet. Une approche structurale des codes de prononciation et même de rectifier l'orthographe. Je vais vous parler aujourd'hui du problème du ONT, du ON. J'avais fait déjà une vidéo sur le OY, qui avait déjà eu bien des malheurs, le OY en français, puisque autrefois on disait royal et maintenant on dit royal, alors que les Anglais ont gardé le mot, ils ont gardé le son oi. Donc le son oi a disparu en quelque sorte de la langue française, à quelques exceptions près anciennes comme oyé, oyé, ou ce qu'on appelait la langue d'Oil justement. Et je suis pour rétablir ce son. Mais rétablir ce son, ça veut dire réfléchir sur les diphtongues, savoir quelle est la signification d'un i à la suite d'une voyelle. Eh bien, le i à la suite d'une voyelle, en français, doit se prononcer ie, qui renvoie d'ailleurs à la double signification du yod en hébreu, à la fois i et ie. Bon, et pour le u, c'est pareil, il faut prononcer ou, bien sûr, et qui doit se prononcer quand il est après une voyelle, il doit se prononcer ou, il doit amplifier la voyelle, mais il ne doit pas constituer un autre son que la première voyelle. Alors, maintenant, je passe, ça j'ai déjà dit, je passe au problème du on. Alors, j'ai fait encore une vidéo, j'ai fait beaucoup de travaux pratiques avec mes amis sur notre Café Philo McDo. C'est des sortes d'ateliers de linguistique qui existent, tout comme il y a aussi des ateliers de culture générale qu'on est en train de lancer. Et je leur pose des questions. Alors ils me répondent, par exemple, l'autre jour, ah ben il y a un usage. J'aime beaucoup le mot usage. Alors il y a un usage. Ça ne suffit pas. Pour comprendre la langue française, il ne suffit pas de regarder l'usage. Il faut aussi comprendre le mode d'emploi et la logique même. Bon. Et par exemple, cette logique
de la diphtongue, où la deuxième lettre, quand c'est un I ou quand c'est un U, n'est pas prononcée comme un I ou comme un U, ou comme autre, ou ne doit pas produire un autre son qui viendrait modifier le son de la première voyelle, mais il va prolonger le son de la première voyelle par un ye ou par un ve ou un we. Alors j'en ai déjà parlé, j'ai montré comment le mot fruit devait en réalité être prononcé fruit, ce qui se rapproche du fruit anglais, ou comme nuit doit se prononcer nuit et devrait se rapprocher du night anglais, etc., etc. Mais je vais vous parler aujourd'hui du on. Alors c'est un cas classique, il chante. C'est un singulier ou un pluriel? Alors selon qu'on l'écrit, alors à l'écrit, le pluriel s'écrit ENT, mais oralement, ça ne s'entend pas la différence. Alors, alors les Anglais ont peut-être été marqués par cela, puisqu'en Angleterre, en anglais, le verbe est en quelque sorte neutre, enfin, il ne change pas selon les personnes. C'est à mon avis une dérive à partir d'un français qui lui-même a dérivé. Alors, la clé, elle est assez simple, désormais on la connaît, enfin, moi je la connais, j'ai mis en évidence. Il suffit de prendre le futur. Nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que ce qui distingue la première et la troisième personne du pluriel, c'est que dans un cas on a ONS, dans l'autre cas on a ONT. Et donc, quand nous disons nous marchons au présent, vous marchez, il est clair que après il faut dire ils marchons, hein, comme sur le modèle du futur. Voilà, donc il ne faut pas dire ils marchent, mais ils marchons. D'ailleurs, il y a des verbes qui existent encore aujourd'hui, comme ils font, ils sont, ils ont, qui montrent que ils vont, qui montrent que cette forme, la forme ont n'a pas totalement disparu. Elle est restée dans des cas très limités, mais elle n'a pas disparu. Elle atteste bien que la troisième personne du pluriel en français doit être marquée par le ONT. Et c'est vrai aussi pour l'imparfait. Nous marchions, vous marchiez, ils marchions. Hein, ils marchions, et pas ils marchaient. Parce que ils marchaient, ça ressemble au singulier, et en plus, le pluriel de l'imparfait doit comporter un i. Nous marchions, vous marchiez, ils marchions. Et si vous mettez il marchait, vous ne respectez pas la règle d'un i comme marqueur de nombre. Voilà. Je pourrais continuer comme ça. Par exemple, pour le subjonctif, c'est pareil. Il faut que nous marchions, il faut que vous marchiez, il faut qu'ils marchions. Hein, c'est la même chose, c'est pas un problème. Alors, je crois que j'ai continué, mais je n'ai pas forcément en tête tous les éléments. Par exemple, pour l'imparfait du subjonctif, qu'ils marchassent, que vous marchassiez, qu'ils marchassions. Sur ce point, je reste encore sur ma réserve, parce que ça n'est pas encore totalement achevé comme recherche. Mais c'est le futur à garder cette double catégorie. Tu vois. Nous trouverons, ils trouveront. Donc, donc ça existe, hein, je suis désolé, ça existe. Donc je pense que ma grand-mère devrait être intéressée, si elle m'écoute de l'autre côté, par cette idée. Je ne crois pas qu'elle l'ait développée dans ses travaux, je ne pense pas qu'elle en soit là. Elle s'est surtout occupée d'orthographe. Moi, je me suis occupé de la prononciation des mots, qui est un autre niveau de lecture, mais évidemment, ça a des effets sur l'orthographe, puisque il y a un certain nombre de... par exemple, dans le cas de « il marche », ben, ça ne s'écrit pas comme il faut. C'est pas « il marche », c'est « ils marchons ». Donc le « e » doit être remplacé par un « o ». Et d'ailleurs, d'une manière générale, le « e » ne peut pas être muet dans ces cas de figure. C'est une absurdité. Par exemple, on dit souvent, S-O-U-V-E-N-T. Donc on ne peut pas dire « il marchant ». Alors on pourrait dire éventuellement « il marchant » en prononçant le E. Moi je propose de dire « il marchons ». On ne peut pas dire « il marche ». Ça c'est absurdité. On pourrait dire « il marchant » en prononçant le « en », mais je ne pense pas, puisque ça doit être assez aligné sur la première personne du pluriel. Donc nous savons, vous savez, ils savons, etc. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire.
Et d'ailleurs, j'ai fait un test l'autre jour à ce sujet. Parfois ça a été filmé, parfois ça n'a pas été. Et effectivement, euh, la- le verbe être en témoigne, n'est-ce pas? Ils sont, ils ont. C'est quand même pas n'importe quoi.